Alors le pharmacien d'officine est face à un défi, comme vous le savez, c'est bien sûr de délivrer des produits de santé et de conseiller la population sur l'utilisation et l'usage de ces produits. Donc pour relever ce défi, il est clair que le pharmacien doit avoir une parfaite connaissance de ces produits ainsi que de leur développement. Alors qu'est-ce que j'entends par développement déjà? C'est tout simplement le processus qui englobe toutes les étapes qui partent de la découverte d'un ingrédient potentiellement actif jusqu'à la commercialisation et donc la mise sur le marché du produit fini. Alors quels sont les produits qui nous intéressent? Bien sûr, un pharmacien d'officine a le monopole de délivrance des médicaments qui constitue le gros des produits à conseiller et à délivrer. Bien sûr aussi, il y a les dispositifs médicaux tels que les seringues. Et la particularité de ces deux catégories, ce sont des produits à proprement parler pharmaceutiques concernés par un monopole pharmaceutique et donc une réglementation sanitaire et spécifiquement pharmaceutique. Cette réglementation peut être complexe, rigoureuse, mais néanmoins elle est familière aux pharmaciens du fait de notre profil de formation et même de notre pratique professionnelle. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise plus ou moins. Par contre, il y a d'autres produits qu'un pharmacien délivre et qui ne sont pas concernés spécifiquement par cette réglementation pharmaceutique, tels que les articles d'hygiène, les produits cosmétiques et, bien entendu, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le complément alimentaire. Donc, la problématique qui se pose aux pharmaciens d'officine est de gérer, si vous voulez, ce risque de confusion entre les catégories à proprement parler pharmaceutiques des autres. Et cette confusion est surtout marquée, et elle est d'autant plus grande, si on considère le couple qui sera traité dans la communication d'aujourd'hui, qui est le médicament et le complément alimentaire. De quoi parle-t-on? Je ne vais pas vous faire l'offense de répéter la définition d'un médicament, mais pour des besoins pédagogiques, je vais la rappeler avec une petite nuance. Tout le monde sait ce que c'est qu'un médicament. Donc ce sont des produits d'origine bien chimique ou bien biologique destinés à traiter des maladies humaines dans une démarche diagnostique secondairement, préventive parfois, mais surtout bien sûr thérapeutique et curative. Donc j'ai fait exprès de ne pas reprendre la définition officielle algérienne, qui est à peu près la même que vous voyez ici. J'ai préféré utiliser la définition suisse à cause d'un élément important. C'est que cette définition incorpore cette phrase que j'ai soulignée, c'est présentée comme telle, c'est-à-dire traitant les maladies humaines ou animales. Sur un plan déontologique et éthique, un médicament est considéré comme médicament non seulement parce qu'il est objectivement, mais il est considéré aussi par la manière dont il est présenté. Si on présente quelque chose comme étant curatif vis-à-vis d'une maladie humaine, automatiquement, cette chose, cet objet, cet article, ce produit, doit tomber sous le coupe de la réglementation pharmaceutique, quelle que soit sa valeur intrinsèque. Donc il est important de savoir de quoi on parle et surtout comment on présente cette chose. Maintenant, passons au complément alimentaire. Désolé de vous infliger la lecture peut-être un petit peu fastidieuse de cette définition tirée de la réglementation européenne de 2002. Donc ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire, d'où le nom, normal et qui constitue une source concentrée de nutriments et d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seul ou combiné, commercialisé sous forme de doses, à savoir de formes de présentation telles que des gélules, pastilles, comprimés, pilules, autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, des ampoules liquides, des flacons, menus d'un compte-gouttes et autres formes analogues destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Je vais reprendre cette définition sous un angle comparatif avec la définition qu'on avait tout à l'heure sur un médicament. Premier angle, les différences. On insiste sur le mot denrée alimentaire. Tout le monde sait à peu près ce que c'est, donc ça exclut le champ médicamenteux. Pour compléter un régime alimentaire normal, d'où leur nom, c'est-à-dire l'objectif, la raison d'être de ce complément, c'est d'être un additif au régime alimentaire. Ayant un effet nutritionnel, donc ça confirme la première caractéristique que j'ai citée, ainsi de suite. Donc voilà, grosso modo, les grandes lignes qui marquent la différence entre ce complément alimentaire et le médicament. Le caractère alimentaire, bien sûr, le caractère de
d'addition à un régime alimentaire et le caractère nutritionnel. D'accord? Malheureusement, si je prends cette même définition avec un deuxième angle, mais cette fois-ci des éventuels chevauchements ou croisements avec le médicament, qu'est-ce qu'on a? Ce caractère nutritionnel est nuancé parce qu'ils vous disent ou physiologique. Le fait de créer cette nuance d'un effet physiologique, même si ça ne le marque pas de manière claire, il y a un risque de confusion avec les effets pharmacologiques d'un médicament, parce qu'on interfère avec une fusion physiologique. C'est la raison d'être d'un médicament. Sous forme de dose, tout le monde reconnaîtra l'analogie avec un médicament qui se présente aussi sous forme de dose. Et ils ont cité des formes pharmaceutiques qui sont à proprement parler galiniques. Bien sûr, toute administration orale, étant donné que le caractère nutritionnel est conservé, mais néanmoins très pharmaceutique. Et on mesurait en faible dose. Faible dose, c'est un terme qui est assez vague parce que même les médicaments, vous le voyez dans vos dosages, il est rare qu'un médicament dépasse 1 gramme de principe actif l'unité. Donc, cette définition, elle a l'avantage de marquer certaines différences, mais elle a l'inconvénient aussi de susciter certaines confusions avec le médicament. Alors, pour compliquer les choses, il y a un problème de terminologie qui se rajoute à ça. C'est qu'il y a des produits déjà qu'on appelle frontières. C'est-à-dire déjà que la différence complément alimentaire et médicament n'est pas toujours évidente, il y a des produits qui se situent entre les deux. C'est le cas qui a été cité dans notre modérateur des médicaments, voire même leur pendant anglo-saxon, les nutraceutiques, les functional foods, ainsi de suite. De quoi on parle? Si je prends le cas d'un médicament, je prends l'exemple de la définition donnée par un groupe américain de conseil en alimentation, c'est une substance qui peut être définie comme un aliment. Déjà, ça c'est une bonne chose, mais tout de suite après il y a une nuance, ou composant d'aliment. Je l'ai marqué en rouge, je vais revenir là-dessus. Qui fournit un bénéfice médical ou de santé, donc interférence avec les activités médicamenteuses, incluant la prévention et le traitement des maladies. Alors, cette bonne chose, le fait de le présenter comme un aliment, est tout de suite nuancée par composant d'aliment, c'est-à-dire une substance qui existe dans une alimentation communément admise, peut être retirée de son contexte alimentaire et nutritionnel pour être réutilisée dans un contexte, comme vous le voyez, plus sanitaire et plus thérapeutique. Et donc, la confusion sera d'autant plus importante. Je liste avec cette image que les producteurs de d'aliments utilisent des aliments formulés sous forme de blister, ainsi de suite, qui est très éloigné de la réalité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'aliment en tant que tel qui est utilisé comme médicament, mais c'est quelque chose qui fait partie de la gamme très importante des ingrédients alimentaires qui sont reformulés sous forme pharmaceutique en jouant sur l'image, j'allais dire idyllique, positive d'un aliment. Personne ne souffre d'un aliment, un fruit, un légume, c'est bon, ça ne fait pas de mal, ça apporte un bien-être à la santé, et les gens se jouent sur ça. Et le pharmacien doit être très vigilant concernant ces arguments marketing. Toujours dans le développement, je vais commencer par la fin. C'est-à-dire que la suite, on a vu que l'objectif de développement est de mettre sur le marché un produit. Le produit est caractérisé par une finalité, c'est-à-dire quel est l'objectif final de ce développement. Pour un médicament, nous autres pharmaciens, on sait, c'est ce qu'on appelle une indication. C'est tout simplement la pathologie qu'on se propose de traiter par ce médicament. Donc toutes les étapes de développement vont concourir à apporter une réponse thérapeutique à cette maladie, à cette pathologie qui constitue l'indication de notre médicament. Par contre, pour un complément alimentaire, les choses sont différentes. Il ne faut pas parler d'indication pour un complément alimentaire. Le terme qui est privilégié par la littérature scientifique et même les textes réglementaires, c'est le mot allégation. Alors en français, ce mot peut paraître péjoratif. Généralement, on l'utilise dans un sens d'une information non prouvée, non fondée, non justifiée, voire même mensongère. Mais dans les textes réglementaires, ce terme d'allégation, on va le voir, est beaucoup plus neutre. Qu'est-ce qu'une allégation? Selon le Codex Alimentarius, on entend par une allégation, c'est toute représentation. Alors le mot est important. Ils n'ont pas dit affirmation écrite, c'est juste de manière plus globale, une représentation qui énonce, suggère ou implique qu'un aliment
possèdent des propriétés particulières. Ces propriétés peuvent être bien entendu alimentaires, si ça apporte un plus sur le plan nutritionnel, fonctionnel, c'est-à-dire un plus sur le plan physiologique, un apport en calcium par exemple, c'est bon pour la construction des os, ou bien carrément sanitaire. Et c'est cette dernière qui est la plus problématique et qui est la plus encadrée par les textes réglementaires. Alors quand je dis textes réglementaires, j'aurais bien aimé vous présenter des textes algériens, mais malheureusement, notre arsenal juridique est assez pauvre concernant cette question. Je vais y revenir. Donc j'invite fortement mes confrères pharmaciens de s'imprégner de l'ensemble de la réglementation internationale qui régit les compléments alimentaires et leur gestion par rapport aux produits pharmaceutiques. Alors cette allégation comporte deux défis. D'abord il y a un défi scientifique et secondairement un défi réglementaire. Pour le défi scientifique, c'est de prouver cette allégation. Il est interdit de dire qu'un aliment ou un produit frontière possède un bénéfice sanitaire si ceci n'est pas prouvé. Donc il faut bien sûr un argument expérimental, des arguments maintenant de plus en plus cliniques, c'est-à-dire des tests cliniques quasiment sur des malades, des patients, même des populations particulières telles que les enfants et les femmes enceintes, qui sont menés par ces laboratoires, ces fabricants, pour apporter la preuve de cette allégation au risque, enfin le risque au sens statistique, c'est pas quelque chose de négatif, que l'allégation se transforme carrément en indication. S'il est suffisamment prouvé que ce produit à l'origine alimentaire ou pseudo-alimentaire ou tiré d'un aliment présente un intérêt sanitaire discutable et cliniquement prouvé dans le traitement d'une maladie, on peut tomber dans l'indication. Ça c'est déjà vu. Un défi aussi réglementaire. Quand on formule une allégation, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On est encadré. L'exemple de la réglementation la plus sévère, c'est celle qui nous vient des États-Unis, représentée par l'agence américaine, vous connaissez la FDA, c'est la Food and Drug Administration, son nom est assez éloquent. C'est une seule agence fédérale qui gère la qualité des médicaments et la qualité des nutriments. Donc, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent quand même. Alors, je vais résumer les règles proposées ou édictées par la FDA, dont l'énoncé des allégations d'un produit type complément alimentaire. L'allégation ne doit pas suggérer, et vous pouvez comparer avec un produit que l'actualité récente algérienne nous a interpellé. L'allégation ne doit pas suggérer que le produit a un effet sur une maladie. Donc, il ne faut pas dire que, de manière claire, au moins dans les informations présentées dans les éléments d'emballage, que ce produit traite une maladie quelconque. L'allégation ne peut pas faire référence même à un symptôme, c'est-à-dire parler indirectement de la maladie. L'utilisation de termes maladie, antibiotiques, diurétiques ou antidépresseurs ou tout autre qui pourrait suggérer une intention curative est interdite. C'est-à-dire même dire c'est un antibiotique naturel, antidépresseur alimentaire, ainsi de suite, ça fait référence à une classe pharmacologique et automatiquement ça devient une interdiction. Une allégation ne peut pas se cacher sous le nom d'un médicament. Parfois l'allégation elle est tout à fait anodine. Par contre, le nom commercial choisi suggère au malade que ce médicament traite telle ou telle pathologie. C'est interdit aussi aux États-Unis. L'allégation ne doit pas se référer au principe actif si celui-ci est considéré bien entendu comme médicament par l'autorité réglementaire. L'utilisation de photos, là on tombe dans la définition qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas un texte nécessairement d'allégation, c'est une représentation. Si vous mettez une photo qui représente une maladie, c'est interdit. Je vous donne un exemple simple. Si vous mettez l'image d'une articulation et vous la marquez en rouge vif avec des images de gens qui souffrent, automatiquement la personne va percevoir l'indication dans le traitement des arthroses ou bien de douleurs musculaires. C'est interdit aussi. Une allégation ne peut pas suggérer qu'un complément alimentaire ou un de ses ingrédients pourrait se substituer, c'est-à-dire remplacer un traitement médicamentaire. Alors la situation en Algérie n'est pas aussi mauvaise que ça, parce qu'en 2012, dans le cadre d'un travail de mémoire que j'ai encadré, on a pris une centaine de produits compléments alimentaires à l'époque mis sur le marché, proposés par les grossistes, aussi, surtout dans les officines de la région de Constantine. L'étude a porté sur une centaine de produits, et on s'est amusé à vérifier quel est le degré de conformité par rapport aux règles énoncées par la FDA. Et bien on
agréablement surpris de constater que quand même une fraction très minime, 4 produits sur plus de 100, présentaient des dérogations ou des anomalies ou des écarts par rapport aux règles. C'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose de positif dans l'état actuel, mais qui peut être amélioré. Alors, l'allégation, c'est bien, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'allégation? C'est-à-dire, quel est l'ingrédient actif? Quel est le support de l'effet? Alors, pour un médicament, c'est clair. Le monde sait que chaque médicament est caractérisé par un principe actif connu pour ses propriétés pharmacologiques, cinétiques, dynamiques, toxicologiques, ainsi de suite. Maintenant, pour un complément alimentaire, qu'est-ce qui constitue le support de cet effet? Bien entendu, ce sera un ou même plusieurs de ces composants. Reste à savoir quels sont et quelle est la nature de ces composants. La composition, justement, d'un complément alimentaire, c'est principalement des vitamines et des éléments minéraux. Même en Algérie, généralement, on le verra tout à l'heure, la réglementation suggère surtout qu'un complément alimentaire est constitué par ces deux familles de substances, vitamines et sels minéraux. Mais pas seulement. Si on se réfère à des réglementations transnationales, ça peut être une protéine, ça peut être un micro-organisme, c'est tout ce qui est probiotique, levure, ce que vous voulez, ça peut constituer un complément alimentaire, et, plus problématique, des extraits végétaux. Alors, un extrait végétal, c'est vrai que c'est avantageux avec le marketing naturel, mais ce n'est pas une substance qui est anodine, surtout sur le plan pharmacologique et pharmaceutique en général. Alors en Algérie, bon, il faut vraiment aller à la pêche pour trouver des éléments réglementaires. Plus récemment, en 2012, il y a un arrêté qui régule l'utilisation des additifs alimentaires et propose dans cet arrêté une définition assez restrictive de la notion de complément alimentaire en insistant sur son caractère vitaminique et minéral. Donc, dans beaucoup de pays, l'addition d'autres substances est réglementée par des listes ou bien positives ou bien négatives. On verra ça. Alors tout d'abord, si on introduit un extrait végétal, il faut que cet extrait soit en adéquation avec le profil nutritionnel, parce que théoriquement, si l'extrait végétal n'apporte pas un plus décisif ou marqué ou significatif au niveau nutritionnel, de quel droit on appellerait ça complément alimentaire? Mais ce n'est pas toujours évident. Des avantages et des limites des listes positives et négatives. Alors il y a certaines autorités qui proposent des listes positives, c'est-à-dire la liste des ingrédients, végétaux ou non, qu'on peut introduire dans un complément alimentaire. Et des listes négatives, c'est-à-dire au contraire des listes d'ingrédients qu'on n'est pas autorisé à mettre. Bien sûr, le fait d'avoir des listes, c'est assez pratique, mais ça présente aussi des inconvénients. Si une autorité opte pour une liste négative, ça sous-entend qu'un producteur peut introduire un ingrédient qui ne figure pas dans cette liste, surtout si cette liste n'est pas régulièrement mise à jour. Et inversement, ça peut limiter, à cause de cette mise à jour pas très régulière, l'introduction de nouveaux ingrédients intéressants et tout à fait sûrs. Donc il y a un impact sur le profil d'activité. Un végétal n'est pas anodin. Un complément alimentaire, une fois qu'il incorpore un extrait végétal, ça nous entraîne un risque de confusion avec ce qu'on appelle tout simplement un médicament à base de plantes. Pour illustrer mon cas, j'allais dire pharmacien, je vous donne l'exemple du ginkgo biloba. On a eu tous à un moment donné, voire même toujours, dans l'officine, un produit pharmaceutique à base de ginkgo, que vous connaissez tous, indiqué en neuropsychiatrie pour les troubles cognitifs. Donc c'est enregistré dans la nomenclature algérienne comme médicament à base de plantes. D'accord ? Le problème, c'est que cette même plante entre dans la composition de compléments alimentaires dans d'autres pays. Dans d'autres pays, même dans leur liste positive, ce sont des plantes qu'on est autorisé à mettre, telles que la Belgique, dans nos extraits végétaux, dans les compléments alimentaires. D'où le problème suivant. C'est que si on importe un complément alimentaire d'un pays qui autorise le ginkgo comme ingrédient en Algérie, qui lui est considéré comme produit pharmaceutique, que doit-on faire? Donc il y a des réponses réglementaires à apporter à ce genre de questions. Des problèmes de sécurité. Je vous donne un exemple de produits à base de plantes que vous avez tous dans les officines, ce sont les tisanes. D'ailleurs, ce n'est que des plantes. Donc on a fait une enquête sur la qualité des tisanes. Le résultat a été récemment publié dans la revue Nutrition clinique et métabolisme. Et on a vu que 59% des 42 tisanes qu'on a analysées présentaient des